Merci. Pour commencer, on peut y aller ou pas, Coco? C'est bon. Quel regard vous portez sur cette saison avec encore 3 finales, une qualification en play-off, un beau top 6 ça n'a pas été une saison facile avec de nombreux blessés. Vous avez su aussi compenser avec tous vos jeunes. C'est une saison qui est relativement bien réussie. Alors, presque tout est dans votre question. J'enlèverai juste le relativement. Pour moi, elle est complètement réussie. Et c'est la 2e saison consécutive où c'est pleinement réussi. Même s'il n'y a pas eu de trophée cette année, effectivement, tout le reste a été coché. C'est-à-dire qu'on a été présent dans toutes les compétitions. On a performé dans toutes les compétitions. Vous l'avez rappelé, il y a la finale de la Super Coupe, il y a la finale de la Leaders Cup, il y a la finale de la Coupe de France, il y a un top 6 du championnat, il y a un top 16 de BCL où on n'est vraiment pas passé loin et ça peut peut-être faire partie des regrets, en tout cas me concernant, pour les quarts de finale de BCL, on n'est pas passé loin en ayant battu Ritas quand même, le futur champion. Voilà, on a coché toutes ces cases et vous l'avez dit, on a en plus eu, comme beaucoup de clubs, des soucis de blessures, mais on n'est pas allé chercher. Alors aussi parce que le règlement nous l'empêchait, parce que ça a souvent été des JFL, des joueurs français qui ont été blessés, donc c'était plus compliqué de les remplacer. Mais Guillaume en parlera sûrement. Ça nous a permis de faire confiance encore un peu plus que prévu aux jeunes et les mettre en avant. Et au-delà des résultats de l'équipe professionnelle qui sont pour moi très très bons, c'est très clair, faut aussi tout de suite parler des U21 et peut-être même des U18 qui étaient aussi en finale encore une fois de la Coupe de France pour la 2e année consécutive, ce qui est unique dans l'histoire avec nous, et puis des U21 qui sont au Trophée du Futur aujourd'hui. Donc sportivement, moi je suis plus que satisfait de la saison. Est-ce que vous avez la sensation que cette dynamique sportive, elle s'est traduite dans l'affluence moyenne cette année? Est-ce que vous avez les chiffres d'ailleurs de l'affluence moyenne? Oui, j'ai les chiffres, bien sûr, j'ai les chiffres. Alors oui et non, c'est une réponse, désolé, Normand que je vous fais, mais oui et non. Non, parce que la moyenne de spectateurs championnat de France est légèrement inférieure à celle de la saison passée. Clairement, on est à 5229 cette année contre 5357 l'année dernière, donc il y a une légère baisse de l'affluence en championnat de France. Mais ce qu'il faut mettre en perspective, c'est le nombre de matchs européens qu'on a disputés à côté, qui fait que forcément, les porte-monnaies ne sont pas extensibles, les gens ont dû faire des choix. Et puis, je vous dirais simplement qu'on a accueilli, ce qui est, je pense, un record, plus de 115 000 spectateurs à Antares cette année. 115 000 spectateurs pour du basket à Antares cette année, donc ça c'est une vraie performance et ça va être l'occasion pour moi de le souligner aussi. On a quand même dû faire face à une concurrence accrue de nos amis du foot, donc je les félicite d'ailleurs sincèrement pour leur parcours et leur montée, parce que c'est très fort ce qu'ils ont fait sportivement, là, deux montées successives, c'est vraiment chouette, mais je peux pas le chiffrer, mais forcément, notamment sur la 2e partie de saison, je pense qu'il y a des spectateurs qui ont dit tiens, j'irai peut-être bien au foot ce week-end plutôt que d'aller au basket, je fais le choix, voilà, donc on a perdu peut-être quelques dizaines de spectateurs. Donc en tout cas, pour ce qui est des chiffres, moi je suis très satisfait de la moyenne. On doit être la quatrième affluence de la Ligue, je crois. Oui, je suis sûr, il y a Paris, il doit y avoir Paris, Strasbourg et Villeurbanne devant nous, mais on est 4e. Pardon ? Nancy, je pense. Nancy, alors pourquoi 5e ? On est 5e alors peut-être ? J'ai peut-être zappé un truc, ouais, peut-être. Oui, Nancy est devant, t'as raison, Nancy est devant. Donc en tout cas, voilà, moi je suis satisfait de ça. Bon, il y a eu plus de matchs, voilà, donc si on ramène ça en moyenne de matchs, effectivement, par match, c'est un peu moins bien, un tout petit peu moins bien, mais par contre la moyenne en Coupe d'Europe a été très positive, ce qui a longtemps été un problème aussi chez nous, voilà, même si je considère que c'est pas encore assez. Je pense qu'on est sur le bon chemin, à nous de les éduquer pour leur faire comprendre que l'Europe c'est du très haut niveau et qu'il faut venir aussi régulièrement. C'est une transition toute trouvée. En parlant d'Europe, est-ce que vous en savez plus pour la saison prochaine déjà ? Non, on est officiellement candidat à l'Eurocoupe, ça je pense qu'il n'y a pas de mystère. On a candidaté, on attend des confirmations de l'Eurocoupe. Si on n'était pas retenu en Eurocoupe, a priori on devrait être engagé en BCL sans passer par des tours qualification. Mais j'en sais pas plus. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une Coupe d'Europe l'année prochaine et une belle Coupe d'Europe l'année prochaine encore au Mans, ça c'est sûr. Laquelle, non, je peux pas encore vous répondre. Est-ce que vous avez déjà des pistes justement pour réussir à continuer de capter ce public, voire encore un petit peu plus avec la concurrence du Mans FC ? On va continuer à faire, je crois, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une qualité d'accueil,
pour un public famille. Voilà, ce qui est notre cible. Renforcer notamment sûrement des choses dans l'avant-match, dans le hall notamment, mais ça c'est aussi des projets qu'on mène à la fois avec le délégataire, l'exploitant, si vous voulez, de la salle Antares et le propriétaire Le Mans Métropole, puisqu'il y a aussi des investissements sûrement à prévoir un petit peu sur des choses. Je ne parle pas de gros investissements, il ne faut pas faire peur à monsieur le maire, mais il y a sûrement des petites choses à prévoir pour améliorer encore tout ça, comme on le fait chaque année, pour, une fois de plus, détacher la venue des spectateurs de nos résultats sportifs. On ne veut pas être dépendant de ça, même si les résultats sont très bons. Il faut qu'ils viennent, même si c'était un peu moins bon. Voilà. Vous parliez de la concurrence pour les spectateurs avec le Mans FC. Qu'en est-il pour les mois à venir, la saison prochaine, de la concurrence prévisible des sponsors? Je vous en reparle dans un an. Mais forcément, oui, il va y en avoir une. Mais c'est une concurrence saine, comme dans le sport, entre les joueurs qui luttent pour une place dans le 5 ou dans le 11 titulaire. On sait pareil que les budgets marketing ne sont pas extensibles à souhait auprès des entreprises, notamment locales. Il y aura peut-être des choix qui vont être faits. Je comprends que le foot va être suivi, c'est une Ligue 1. Je vois l'impact évidemment médiatique et populaire que ça va engendrer. Après, je considère que nous, on fait bien notre boulot. Et j'aurais du mal à entendre qu'on soit un peu sanctionné par rapport à ça, alors qu'on fait bien notre boulot, qu'on a des résultats, que je pense le style de jeu proposé est plutôt très agréable, qu'on véhicule il me semble, une bonne image, des bonnes valeurs. Voilà, ça m'embêterait qu'on soit sanctionné alors que le boulot, je pense, est pleinement fait chez nous. Mais à nous d'être bons aussi au niveau commercial, si vous voulez, pour convaincre ces entreprises de continuer à nous soutenir et qu'on puisse poursuivre notre développement. Donc à nous d'être bons, voilà, ça va obliger à être meilleur, tout simplement. Et en termes de budget, vous allez rester sur un budget similaire à cette année? Là, on va finir à peu près à 8 millions, ce qui est quand même, je pense, un record dans l'histoire du club. Donc 8 millions, donc c'est à l'équilibre, je le précise, on ne sait jamais. Si vous aviez des doutes, on sera encore à l'équilibre cette année. L'année prochaine, ça va encore dépendre de la Coupe d'Europe à laquelle on va participer. Justement, c'est un des enjeux, puisque vous savez que les formats de compétition ne sont pas les mêmes, notamment entre l'Eurocoupe et la BCL. Et ça a clairement un impact, alors pas forcément sur la masse salariale disponible pour les joueurs, mais sur le volume de produits et de charges que ça génère, puisqu'il y a plus de matchs dans une compétition que dans l'autre. Donc vous avez plus de recettes, mais il y aura plus de charges aussi. Mais voilà, je pense qu'on sera dans les mêmes eaux, ou en tout cas à minima autour de 7,5 millions, puisque cette année on avait quand même un produit exceptionnel avec le buy-out de Noah Penda, qui était dans les comptes. Et voilà, donc ça on ne l'aura pas cette année, mais le reste on devrait situer encore autour de cette somme-là. Et ça rejoint un peu la question de Julien, mais du coup, cette saison, on est resté dans cette logique de croissance progressive. C'est une satisfaction pour vous, petit à petit? Oui, l'idée c'est de continuer à progresser chaque année. Donc ça vaut pour les joueurs, ça vaut pour le club en général. Et j'ai le sentiment qu'on progresse à tout niveau, nous, dans notre infrastructure, dans notre fonctionnement, dans l'accueil du public, dans la relation avec les partenaires. Voilà. Après, dans le centre de formation, on n'a pas toujours des résultats chaque année, mais là, effectivement, on peut quand même noter que ça devient consistant et qu'on a de plus en plus de jeunes sur lesquels Guillaume peut s'appuyer aux entraînements et en match. Voilà, donc tout ça va dans le bon sens. Donc voilà, continuons sur cette lancée. D'un point de vue de l'effectif, l'année prochaine, normalement, on peut compter sur le retour de Loïs Grasshoff qui était en prêt, de Léopold Delaunay qui revient de sa longue blessure. Il y avait Johnny Beranescal qui était venu justement pour compenser sa blessure. Est-ce qu'il va re-signer encore un an avec le MSB ou on n'en sait pas encore sur ce point? Vas-y, Vincent. Directeur sportif. Alors, le point sur l'effectif, il est relativement simple. Et on a la chance, a priori, d'avoir toujours sous contrat 8 joueurs formés localement, donc 8 JFL, dont Loïs Grasshoff, dont tu fais état, Julien. Et le petit bémol à cet effectif qui est copieux, c'est que tous ces joueurs-là, à l'exception de Loïs et de Wilfried Higueté, ont la possibilité de sortir de leur contrat via des clauses de sortie, voilà, des buy-out. Et ces buy-out-là sont à activer pour eux entre le 1er et le 15 juin.
Donc pendant qu'on n'en verra pas totalement l'issue, nous, tout ce qui va avoir trait au recrutement des joueurs étrangers sera, si ce n'est pas entamé, en tous les cas plutôt en mode suspendu. Et simplement sur une réflexion globale que l'on mène déjà depuis plusieurs semaines avec Guillaume, Christophe, le staff dans son ensemble. Donc oui, il y a des possibilités A, mais pour autant rien n'a été activé de façon directe avec Johnny ou un autre joueur de notre effectif. Voilà. On est vraiment plutôt en stand-by sur la situation de nos JFL avant d'imaginer la suite sur des étrangers à reconduire. Voilà. Quel bilan, pour rester sur la question de l'effectif, tu tires de la construction de l'effectif de l'été dernier? Est-ce que tous les profils ont répondu aux attentes? Est-ce que c'est un bilan satisfaisant? Moi, je raisonne pas souvent comme ça, en fait. Si tu veux, Lucien, je suis plus à me dire est-ce que l'effectif collectif a été atteint? Et comme l'a dit Christophe, on a réussi notre saison. On peut toujours avoir des regrets ici ou là. Des regrets qui, pour moi, en BCL, sont plus liés à l'absence de Wilfried Ligeti sur blessure sur des matchs décisifs, et en particulier celui à Vilnius, donc qui a pu peut-être nous faire perdre un goal average qui aurait été favorable et nous aurait hissé en quart de finale. Peut-être. La même blessure de Wilfried sur Cholet, qui nous fait perdre ce goal average-là également. Peut-être. Mais globalement, le bilan est super positif. Et donc, si collectivement, on a atteint quelque part des objectifs qui seraient ceux qu'on aimerait signer tous les ans et avoir la garantie de pouvoir faire ça tous les ans, on peut considérer qu'individuellement, la mayonnaise a pris et que l'ensemble, le groupe, lui, a été un très bon groupe qui a su traverser les obstacles, traverser les blessures, intégrer des jeunes, comme ça a été dit. On doit être, si ce n'est le seul, parce que et encore, je sais peut-être le seul club en tous les cas européen, n'avoir jamais compensé des blessés pendant toute la saison, avoir gardé foi au groupe, et Guillaume, franchement, là-dessus, c'était une des missions sur lesquelles on s'était entendu il y a plus d'un an de cela, 2 ans de cela maintenant, c'était d'essayer de donner sa chance à des jeunes qui le mériteraient, et pour faire confiance et valider le travail de la formation ici. Ça, c'est pleinement réussi. Il y a très peu de clubs, on est peut-être unique en notre genre, à avoir donné la possibilité à nos jeunes, qui n'étaient pas des jeunes confirmés, des jeunes labellisés, à rentrer sur le terrain, à participer aux entraînements, à être opérationnels. Et j'espère qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça les années à venir, à poursuivre dans cette voie. Donc ça, c'est une pleine réussite. Voilà, c'est une pleine réussite aussi d'avoir, je trouve, eu la capacité à ce que nos blessés reviennent parfois un peu plus vite que prévu aussi. Et puis, pour revenir sur la base, n'oublions pas que cette équipe, elle n'a pas été pensée et réfléchie au début en comptant sur l'absence de Léo Delaunay. Et l'absence de Léo, elle aurait pu nous coûter très cher, peser très lourd dans la suite des événements. Et au final, peut-être qu'on aurait été meilleur avec Léo à la place de Johnny, puisque Johnny a été numériquement celui qui l'a remplacé. Peut-être pas. Mais en tous les cas, je trouve assez incroyable qu'on ait réussi à faire fort sans Léo, qui est un élément indispensable et qui était sur une trajectoire qui attirait l'attention de tous les plus gros clubs européens. Et cette perte-là, elle a été également compensée par la force d'un groupe, voilà, staff, joueurs, club, et pour donner les résultats que vous connaissez. On parlait des 3 finales disputées cette année. Est-ce que c'est pas rageant de les perdre à chaque fois contre Monaco en mastodonte financier? Parce qu'on se dit que si c'était un peu plus équilibré, on arriverait à gratter quelques titres et à encore augmenter le palmarès? Je vois pas ça sous cet angle-là. Je vois surtout que c'était nous à chaque fois en finale. Et je suis désolé, mais moi je trouve pas ça normal. Alors, on en est fiers, mais il faut pas considérer ça comme quelque chose de normal. Et j'ai l'impression, dans le discours, là, ambiance, et oui, on était en finale. Non, à chaque fois c'était effectivement Le Mans-Monaco. Pas un autre club sur les 3 finales. Donc je crois que c'est vraiment très important de le souligner. C'est-à-dire que déjà, si on n'avait fait qu'une finale, on aurait été très satisfait. On a fait 3. Après, effectivement,
peut s'interroger, mais c'est plus une question à poser au niveau de la Ligue, de la DNCG. Ils ont des soucis, ils rencontrent des soucis, effectivement. Les joueurs sur le terrain, il n'y a rien à leur reprocher. Hein. Nous, on les a joués à chaque fois, ils avaient la volonté farouche de nous battre, pour pas dire plus. On regarde, je pense, de la saison dernière. Voilà, là, ils arrivent sur la fin de saison, ils sont toujours que 7, ils arrivent quand même à retrouver des forces. Donc, c'est le sport. Nous, on a fait notre. Alors, Guillaume ne va pas être d'accord, parce que je vais dire on a fait notre maximum. Non, il y a des moments où on a peut-être été un peu moins bon que ce qu'on pouvait espérer. Je pense à la finale de la Leaders Cup mais on était diminué, où les Friends n'étaient pas là. La finale de la Coupe de France, on pas très bien commencé, mais on a eu encore une fois, comme souvent, le mérite de revenir, de s'accrocher, d'y croire et de les faire douter. Et ça se joue. Vous vous rappelez, ça se joue sur. Je ne vais pas dire sur un coup de sifflet, c'est pas vrai, mais ça se joue sur un détail. Voilà. Donc oui, il y a un peu de frustration de ne pas avoir pris un trophée en plus, mais moi je ne peux pas reprocher aux joueurs de Monaco qui étaient sur le terrain d'avoir gagné ça. Eux, ils ont rien volé. Voilà. Après, le club de Monaco qui a des difficultés, c'est sûrement, effectivement, et je sais que c'est dans les cartons, renforcer les contrôles a priori sur les budgets des clubs et sur le financement des clubs. Voilà. Et maintenant, c'est trop tard, donc avançons. Voilà, je ne sais pas si Guillaume a peut-être une autre analyse par rapport à ça, parce que il est sur le terrain, le coach, et voilà, c'est pas simple de compléter un palmarès. Hein. L'année dernière, vous vous rappelez, on a gagné un trophée, on était super contents à juste titre. Bon, cette année, on n'est pas passé loin, parce que les finalistes, on s'en rappelle pas beaucoup. Nous, on va s'en rappeler parce que nous sommes concernés, mais les autres clubs vont pas se rappeler que c'est Le Mans qui a été en finale les 3 fois. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pour nous. Mais j'insiste, je voudrais vraiment que tout le monde en ait conscience ici. Et que voilà, c'est juste exceptionnel d'avoir fait 3 finales. Voilà, 3 finales alors qu'on a un budget moyen plus, voilà, pour parler clairement. Non, c'est questionner de la définition de la performance. Et donc la performance, elle est liée à un contexte, à des moyens et puis à la concurrence. Et quand on voit la concurrence du championnat français et les forces vives disponibles et nos moyens, être régulièrement en finale, ça c'est la plus grosse performance durable du club. Je pense que ça c'est vous voyez à chaque fois que vous rentrez dans les bureaux ici et cette année on a été dans cette dynamique là. Après avoir de regrets, c'est quelque chose qui finalement, quand on a des regrets dans le sport, c'est qu'on n'est pas loin d'être au maximum de ce qu'on peut faire et qu'on s'est donné les moyens de. Donc finalement, avoir quelques regrets sur cette saison, c'est aussi montrer qu'on a essayé de tous ensemble, joueurs, staff, organisation générale du club, de se pousser au maximum pour essayer d'aller chercher quelque chose. Et on s'est mis dans les conditions de. C'est comme quand vous êtes dans un match difficile et que vous trouvez les moyens pour vous sublimer dans ce contexte-là et qu'à la fin, vous êtes sur la dernière possession, vous pouvez gagner ou pas gagner. Et quelque part, notre travail, il va jusque-là. Et après, il y a une part de choses qu'on maîtrise un petit peu moins. Parfois, on arrive à pousser le destin jusqu'au bout. Parfois, le destin nous joue des sorts, sans reprendre une périphrase. Mais voilà. Donc après, si on prend recul sur la saison, c'est vrai que je pense que émotionnellement, la perte de Léopold l'été dernier a été un moment assez difficile à digérer pour nous tous, parce que quand on a des joueurs qui sont aussi solides mentalement, qui représentent autant les valeurs du club et les valeurs du jeu qu'on veut avoir sur le terrain, ça change complètement peut-être l'idée de jeu dans laquelle on se projetait dans un championnat qui va démarrer 8 semaines après. Donc il a fallu beaucoup œuvrer et là-dessus changer un petit peu le paradigme de l'équipe, parce que même si c'est qu'un changement, c'était un changement très important. Et Johnny, il a assumé un rôle qui n'avait jamais été forcément le sien dans une carrière, c'est-à-dire être un scoreur ultra efficace dans des minutes beaucoup plus condensées, monter en intensité, etc. Et il l'a très bien fait. Et on a renversé finalement les chiffres. L'an dernier, on était sur
énormément de chiffres de combat, de batailles de possession, etc. On a essayé, peut-être avec une équipe avec un profil un peu différent, de rester dans cette dynamique, tout en ajoutant deux cartes à notre jeu. La première, c'est celle de l'adresse à 3 points, puisqu'on a fini équipe la plus à droite à 3 points de la BetClick. Et donc, première en pourcentage et troisième en volume. Je crois qu'il y a Paris devant nous et il y a Dijon, je pense, qui est second. Et on est aussi la première équipe qui perd le moins de ballons du championnat. Et en fait, donc ce qu'on a perdu en physicalité, on l'a amené en technicité. Et ça nous a permis d'avoir un comportement d'équipe qui nous a permis de faire face un peu à tous les types d'adversités. Et donc là-dessus, on est aussi très fiers parce que parfois, il faut réussir à faire évoluer ses idées, les faire évoluer assez vite. Et là-dessus, on a besoin de tout le monde, et peut-être encore plus que l'an dernier, en termes de staff. Je trouve qu'on a pas mal géré cette situation sans nous passer de la pommade, mais l'apport d'Antoine et de KJ sur ce sujet-là a permis aussi à moduler, avoir des choses peut-être avec des angles un petit peu différents et à faire monter le projet de l'équipe. Tout le monde s'est responsabilisé autour de ça. Et on s'est beaucoup poussé. Et peut-être qu'on s'est tellement poussé et notamment dans cette dernière ligne droite de championnat, où on s'est mis vraiment la pression pour finir avec ces 5 victoires. On finit un petit peu court contre cette équipe de Nanterre, avec 2 prestations offensives qui sont pas loin d'être les 2 plus mauvaises prestations offensives de la saison, notamment la dernière. En 10 ans de carrière de basket professionnel, c'est mon plus petit total de points. Et forcément, il n'arrive pas à un bon moment et c'était une soirée difficile. Mais des fois, dans ces moments-là, on peut aussi souligner la valeur d'une équipe, parce que quand c'est très difficile, la voie de sortie, elle peut être l'abandon. Et j'ai pas vu une équipe qui a abandonné, j'ai vu une équipe qui s'est battue malgré un contexte complexe. Pas de lancer franc qui rentre, pas de tir à 3 points qui rentre, une efficacité famélique à 2 points. Donc, à l'intérieur de ça, pour exister dans ce match, il a fallu déployer énormément d'efforts. Et là-dessus, je trouve que les joueurs, ils ont porté assez haut l'honneur du club, mais dans un match très compliqué. Et c'est sûr que c'est assez facile d'être critique sur ce match-là, et je suis le premier à l'être, mais il y a des soirs compliqués, et même dans cette difficulté-là, j'ai aimé le visage de l'équipe. Tu évoquais l'idée de jeu. Est-ce que tu en as déjà une conception pour la saison prochaine ? Non, parce que c'est très lié à la construction de l'équipe. Donc il y a des fondamentaux, des choses auxquelles on croit, à l'intensité, au basket de relance, à être une équipe performante sur le jeu de contre-attaque, qui doit s'appuyer sur des socles importants, le rebond, la physicalité. Ça, c'est des choses finalement pour exister dans notre ligue, elles sont importantes. Et quand en plus on veut avoir une coloration qui va dans ce sens-là, dans le jeu, on est obligé de l'appuyer en termes de recrutement. Et puis après, le niveau de talent de la Ligue aussi évolue chaque année. Je pense qu'il a évolué de 2 manières. Il a évolué pendant un temps avec l'arrivée de stars du scoring, avec des gens qui avaient énormément de talent. On voit qu'il y en a quasiment dans chaque équipe des joueurs qui peuvent faire basculer des rencontres. Mais il a aussi évolué sur la profondeur des effectifs. Avant, on était peut-être une ligue encore assez conservatrice sur les 6-7 joueurs majeurs. On voit que pour vivre des saisons comme celles qu'on a vécues, tour à tour, 10-11 joueurs sont souvent nécessaires. Il faut que ces joueurs-là, ils adhèrent à ce basket-là, se partagent des minutes. C'est pas toujours facile, parce que souvent ils ont pas grandi dans ce contexte-là. Donc il y en a certains, il faut qu'ils apprennent un tout nouveau métier. Et il y en a qui en ont la capacité, d'autres moins, d'autres pour qui ça prend plus de temps. Mais on voit bien que le basket européen, le basket de haute performance, même le basket NBA évolue dans ce sens-là, parce que le rythme du jeu aussi, ça s'accélère. Tu l'as évoqué du coup rapidement, mais quels sont entre guillemets les principaux chantiers ou les profils de jeu que tu souhaiterais prioritairement développer ou intégrer la saison prochaine ? Déjà, on va avoir du renouvellement. Donc il faut se poser les questions sur quel type de joueur on trouve à chaque fois. Et vous savez, ce puzzle-là, les pièces, elles ne sont pas toutes définies d'avance. Chaque fois qu'on rajoute ou qu'on enlève quelqu'un, toutes les autres pièces changent. Cette équation, elle est multiple.
Et donc, avant d'essayer de chercher ce qui se passe, qu'il y a derrière les différents cas de figure, il faut les gérer un par un. Ok, on a une idée générale. Cette idée générale, elle évolue souvent, on la questionne souvent. Donc, on va dire que notre identité collective, on sait où on veut aller. Maintenant, on est très actif sur la recherche de profils qui peuvent coller à ça. C'est-à-dire d'avoir de la longueur, d'avoir de la polyvalence, d'avoir de la course, sans délaisser quand même le niveau d'adresse et de qualité technique. Donc ça fait 5. On cherche des moutons à 5 pattes, vous voyez. Et très souvent on est obligé de. Ça va bien se passer. On est obligé ensuite de faire des choix. Et des fois, on a des joueurs qui sont plus adroits, moins physiques. Après, il faut trouver des solutions sur le terrain, des solutions stratégiques pour compenser. Il y a une autre catégorie dans laquelle on a fini numéro 1 dans le championnat, c'est les interceptions. Je suis assez persuadé que quand tout le monde a vu la liste de notre effectif, jamais, et on doit être 3e au contre, personne s'est dit on va être dans cette catégorie-là. Parce que physiquement, on avait beaucoup de cibles. Mais malgré tout, par le travail et puis par l'implication des joueurs, on a réussi à mettre le QI basket de ces joueurs-là sur le fait d'être agressif sur les lignes de passe, de piquer des ballons, d'être malin, donc du coup d'avoir des relances, des ballons qui peuvent nous permettre d'avoir des points en transition. Je retiendrai le mouton à 5 pattes. Avec les résultats probants de ces 2 dernières saisons, est-ce que tu as eu des sollicitations toi aussi ailleurs ? Ouais, des questionnements, des sollicitations, on en reçoit, mais le projet ici avance bien. Pour moi, il y a quelque chose qui est difficile à toucher pour un entraîneur, c'est d'être dans un environnement sain, dans lequel on peut se dire les choses quand ça va bien, quand ça va pas bien, et qu'on peut travailler aussi avec de la sérénité, qu'on peut se projeter face à des problèmes. Et des problèmes, on en a vu arriver cette saison. Et donc, ça nous a permis aussi de pouvoir en parler. Je pense que ça nous a permis de garder la tête froide et puis de pouvoir avoir des moments critiques où on aurait pu prendre d'autres directions. Mais après, on les a pas prises. Donc, on a assumé ça ensemble. Et je pense que ces moments-là, ils sont assez clés dans une relation d'un entraîneur avec un club. Parce que c'est ce qui, quoi qu'il arrive, une saison est forcément dysfonctionnelle. Et donc quand ces problèmes-là arrivent, qu'on sait qui on est. Et qui on est, pour moi, ça correspond bien avec l'endroit où j'ai envie d'être. Et puis, tant que je sens aussi qu'on a envie que ce soit là. Et puis après, c'est vrai que moi, je cache pas mes ambitions. Mais parfois la deuxième partie de la phrase elle est pas mise, elle ressort pas dans les interviews, mais mes ambitions elles sont ici. S'il y a eu un match tournant cette saison qui t'a particulièrement marqué, on peut parler de Vilnius. Ouais, non, Vilnius c'est un match qui, en fait, c'est des matchs qui vous font progresser 2 fois. Ils vous font progresser à l'intérieur de votre saison. Vous ne le savez pas tout de suite parce qu'ils engendrent beaucoup de frustration, mais souvent l'équipe elle grandit à travers ça. Et puis elle vous fait progresser aussi quand vous digérez la saison, parce qu'il vous donne un repère de haut niveau, voire de très haut niveau, des fois sur certains détails. Et il y a des choses que vous allez aller voler à l'adversaire en fait, petit à petit. Donc je pense que ce match-là, il est très important. Après, il y a pas mal de matchs qui sont aussi bien déroulés. Je veux dire, battre une équipe très tôt du niveau d'Euroleague de Paris, ça, je pense que c'est un signal de les battre 2 fois d'affilée, même une fois à la Supercoupe, une fois en championnat. Je pense que ça a donné confiance en l'équipe. Derrière, on bat Bourg également, même si c'est match serré. Je pense que ça a donné la confiance à l'équipe pour le faire. Et puis après, on a eu une période aussi dans la saison, entre la fin d'année, début d'année, où on jouait très très bien au basket. Le match à Limoges, la réception de Boulazac, le déplacement à Boulazac, etc. On a eu des matchs où vraiment notre ballon vivait énormément.
On va dire que pour le coup, on faisait plus transpirer le ballon que nous-mêmes, tellement que le ballon allait vite. Et ça, c'était un moment aussi, je pense que les gars, voilà, ils avaient ce flow-là, ce truc-là. Et puis après, là, sur la fin de saison, voilà, ces 5 matchs, il y a eu des matchs aussi très intéressants. Mais voilà, après, il y a des défaites aussi qui marquent. La défaite en finale contre Monaco en Coupe de France, je pense que la deuxième mi-temps est une deuxième mi-temps de très haut niveau de notre part. Et puis, cette série continentaire, forcément, elle va nous faire et me faire progresser parce que je trouve qu'ils ont réussi, et bon, ça c'est tout le crédit à Julien et son staff, de nous limiter sur nos points forts, sur tous nos points forts. Et donc ça, ouais, sur cette série-là, en tout cas, ils nous ont rendu la monnaie de notre pièce sur la Leaders Cup, où je pense qu'on avait été très dominants, et en plus, une semaine après, en championnat, on les avait rejoués dans un contexte de match un peu similaire. Et finalement, là, ces 2 matchs-là ont plutôt été complètement été dans leur sens. On a beaucoup parlé là, des jeunes. Vous, quel regard vous portez sur cette jeunesse qui est à l'image de Bastien Grassov, forcément, qui a fait une grosse saison, mais qui s'est affirmé dans l'effectif? Bastien, c'est une super victoire supplémentaire pour le club. C'est-à-dire que quand vous avez un garçon qui vient pour faire sa formation et qui avance, et qui finalement avance plus vite qu'espéré, plus vite même que les autres joueurs du même âge, qu'il arrive à s'intégrer au pied levé dans une équipe professionnelle, peut-être même encore plus vite que nous on aurait pu l'imaginer, même dans nos scénarios les plus positifs. C'est une très bonne chose, et peut-être qu'on a bénéficié aussi, qu'on a pris un pigiste médical pour Léopold Delaunay, mais en fait on a eu 2 joueurs professionnels supplémentaires, parce que Bastien Grassov c'est devenu un joueur professionnel supplémentaire. Donc on est parti avec 10 pros, mais on a eu Bastien qui a été complètement un 11e professionnel à partir du mois de novembre avec nous. Donc c'est en même temps une très bonne surprise, et en même temps ça a été efficace, je pense, dans la construction de l'équipe. S'il a pris une place dans le 5 majeur et que il fait partie des 3-4 joueurs qui ont le plus de démarrage dans le 5 majeur de la saison, c'est pas anodin. C'est parce que dans l'association avec les 4 autres joueurs, il rendait cette ligne plus performante. Il nous a aidé à lancer plein de matchs avec beaucoup d'opiniâtreté, de créativité, il a encore bien sûr plein de choses sur lesquelles progresser, mais c'était une très bonne première année pour lui. Et si on revient aussi sur ceux qui ont participé avec nous, tous, ils nous ont permis de faire une saison avec de la performance. Et quand on voit, ça aussi c'est un déterminant dans le contexte du Mans, c'est que quand on se compare, et en tant que coach, on discute souvent, et il rencontre souvent la difficulté de ne pas avoir assez de joueurs à mettre à l'entraînement, des joueurs espoirs ou pas des joueurs prêts. Donc nous, on essaye d'y pallier en amont, en les intégrant peut-être un petit peu à l'entraînement, un petit peu avant qu'ils soient complètement prêts. Et puis ensuite de les solliciter énormément au quotidien pour que quand on en ait besoin, ils soient prêts. Et David Simonovic par exemple, Tyler Berakou, c'est 2 joueurs qui ont beaucoup œuvré. Et puis on a eu l'arrivée l'an dernier de Swan Penda, le petit frère de Noah, qui lui aussi a apporté beaucoup de dimensions athlétiques, physiques à l'entraînement. Et il s'est préparé toute l'année à faire le saut l'année prochaine. Est-ce que ça peut permettre aussi de motiver ceux qui sont chez les plus jeunes, on parlait des U18, des U21, est-ce que ça peut, par cet exemple, leur donner envie d'être encore plus stimulés? J'espère. Puis j'espère que ça facilite aussi le travail du recrutement du centre de formation, en ayant plus d'appels de joueurs qui ont envie de venir, qui voient qu'il y a une adéquation entre le discours, les méthodes d'entraînement et les évolutions. Mais celle-ci, elle peut être que tout de même un petit peu pyramidale. C'est-à-dire que la haute compétition, elle fait que
il y a un moment, il va falloir passer devant les autres, il va falloir doubler, il va falloir s'imposer, il va falloir réussir. Et plus on est compétitif, plus on a des équipes compétitives chez les jeunes et avec l'équipe professionnelle, plus c'est difficile. Donc, c'est d'autant plus louable et il faut souligner ce qu'a fait un joueur comme Bastien, par exemple. C'est que c'est pas facile d'émerger déjà sur le bon niveau européen. C'est complexe. Et aujourd'hui, cette année, même Bastien, il a fait des passages en BCL très intéressants pour nous. C'est une expression qu'on a beaucoup utilisée pour le Mans FC, mais est-ce que vous considérez que votre effectif a surperformé cette saison? Parce que comme on l'a souligné, 3 finales, plus la saison régulière, plus la BCL, c'est pas rien, quoi. Alors, vis-à-vis de nos ambitions à nous, on va dire qu'on a performé. Vis-à-vis de la médiane du championnat et des autres équipes, on va avoir surperformé. C'est comme ça que je l'aperçois. C'est comme ça que je l'aperçois. C'est-à-dire que nous, on est ambitieux pour nous, on veut être compétitif, etc. Donc quand on arrive là, forcément, on se dit on a performé, on est dans nos clous, on voudrait aller encore plus loin, mais on est déjà dans la bonne direction. Mais après, on fait un pas de recul, et quand on fait pas de recul, il faut regarder vis-à-vis des autres équipes du championnat. On a été la seule équipe avec Monaco, on était les 2 dernières équipes qui étaient dans toutes les compétitions. Ensuite, on est la seule équipe qui aura fait 3 finales avec Monaco, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats des playoffs. Et ensuite, on a aussi les dimensions de production dans le jeu, etc., qui peut-être qui ont manqué un petit peu de constance contre les top équipes. Et je pense que ça, voilà. Mais en même temps, on a été d'une stabilité à presque toute épreuve contre les équipes de 9 à 16. C'est-à-dire qu'on a lâché un seul match contre les équipes classées de 9 à 16. Un seul match. Donc cette performance-là, elle montre bien que l'équipe, elle avait un plancher de performance qui était suffisamment élevé, qui était dû, je pense, au travail collectif que les gars ont produit au quotidien. Trevor Hudgens, c'est indéniablement le chouchou du public ici, un joueur de très grande importance dans l'effectif. Quelles sont les clés pour continuer de le voir jouer sous le maillot du Mans dans les... Je croyais que tu allais le voir au Mans et j'allais pouvoir avoir une porte de sortie dans ta question. Mais là, les dynamiques de carrière, je pense qu'il faut aussi comprendre que là, autant l'an dernier, il y avait une conjoncture qui permettait d'entrevoir une possibilité. Aujourd'hui, on est obligé de lui laisser explorer le marché. Il fait partie des joueurs qui émergent en Europe et qui sont performants. Donc il est regardé. Et l'économie du basket, mondialement, elle est en plein boom. Donc la concurrence, elle se décuple. Avant, les effets multiplicateurs, ils étaient peut-être à 1,5. Donc peut-être que l'affectif pouvait rentrer plus en ligne de compte. Et pour le coup, lui, il faut souligner, il a re-signé 2 fois au Mans. Et que dès la première fois, il pouvait certainement basculer. La deuxième fois, il pouvait basculer, ça, on le sait pertinemment. Et là, l'accélération, elle est encore plus forte. Donc, c'est déjà ultra particulier d'avoir un joueur de ce niveau qui se réengage 2 fois avec le même club. Et je pense qu'on l'accueille bien, il était dans de bonnes conditions, il a assumé pleinement son rôle de leader pour nous. Mais là, tout de suite, il est dans une phase d'exploration du marché et je pense que nous aussi, on lui doit ça parce qu'on a toujours une relation très, très, très claire. Et puis après, si nos chemins peuvent se recroiser, parce que nous, on n'a personne et que lui, il n'a pas trouvé chaussure à son pied, et on pourra faire comme Cendrillon, on pourra revenir. Un mot pour savoir ce qui va se passer dans ces prochaines semaines. Maintenant, au sein du club, on est fin mai. D'ici là, comment ça se passe dans un club avant la reprise de la saison? Voilà, alors il y a pas mal de choses puisque j'ai beaucoup entendu lors du dernier match et de la bonne vacance. Oui, c'est ça. Comment dire? Presque. Ouais, presque, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà bien clôturé la saison en cours.
c'est encore le cas avec les joueurs. Il y a l'aspect financier, comptable, hein, c'est bête et méchant, mais il y a ça à clôturer aussi. Et puis on travaille déjà sur le budget de la saison prochaine, donc ça veut dire les échanges avec les partenaires, ça veut dire réfléchir à ce qu'on va proposer aux abonnés, ça veut dire réfléchir à ce qu'on va proposer à notre public en général l'année prochaine pour les convaincre et de venir le plus souvent possible. Et puis il y a surtout le gros travail de vidéo, de recherche, de scouting, d'échange entre Vincent, Guillaume et le reste du staff sur justement quel puzzle on va pouvoir construire. Donc ça va prendre du temps et on en a déjà pas mal parlé, mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans le flou, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs sous contrat, mais on n'a pas encore cette certitude de savoir sur qui s'appuyer. Donc le travail est là, donc je pense qu'ils sont plus à même d'en parler que moi, parce qu'on rentre dans une sorte de tunnel où effectivement c'est un travail de l'ombre dans les bureaux, devant les écrans, au téléphone pour avoir les infos sur les joueurs, sur comment ils se comportent à l'entraînement, comment ils se comportent en dehors, parce que les performances sportives, on a tous accès à leur match, hein, pas seulement au stade, mais à leur match, mais savoir les infos off. Et puis après, il y aura des prises de décision jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'on espère que l'effectif sera au complet pour la reprise qui sera le 10 août, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le programme de reprise est bâti, ça y est, on connaît les dates de reprise du championnat, donc tout ça c'est calé. Mais maintenant, ça va se passer entre Guillaume, Keji, Antoine, Vincent, le staff médical qui peut être impliqué aussi parfois dans des réflexions. Voilà, un gros travail de l'ombre à faire pendant 2 mois. Voilà. Et le passage devant la DNCG, il est prévu pour... Oh, ça m'inquiète pas beaucoup. Non, bien sûr, mais il est prévu pour... Le 4 juin. 4 juin, mais en plus, honnêtement, non, il m'inquiète évidemment pas du tout. Mais en plus, cette audition-là, ça portera sur la V1 du budget prévisionnel 26-27. Et je ne vais pas dire qu'il ressemble à rien, c'est pas vrai, mais bon, il a été bâti sur des hypothèses très très classiques et très très prudentes, où il manquait beaucoup d'informations. Donc pour moi, c'est du pur formalisme. Il faut y passer, on va échanger, ça va être intéressant. On va plus parler des autres clubs, je pense, que du MSB une nouvelle fois. Ce qui sera important, c'est la V2 qu'on va bâtir là, je pense, quand on en saura plus sur la Coupe d'Europe notamment, hein, je vous l'ai dit, ça va être vraiment important. Donc deuxième quinzaine de juin, voilà. Et je pense qu'à fin juin, j'aurai un vrai budget prévisionnel qui tient la route. On trouve une main qui sera fiable, on va dire. Voilà.